Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Nous sommes réunis cet après-midi pour évoquer la question des labels. Aujourd'hui, avec la généralisation du commerce en ligne, les consommateurs sont de plus en plus seuls face à leur écran pour faire des choix. Dans ce contexte, la multiplication des labels serait un moyen de faire des achats plus éclairés. Cependant, ce foisonnement est-il toujours lisible ? Pour en parler avec moi cet après-midi, je reçois 3 invités. Tout d'abord, à ma gauche, Madame Françoise Gattel. Bonjour. Vous êtes présidente des Petites Cités de Caractère et sénatrice d'Ille-et-Vilaine. À vos côtés, Monsieur Jean-Pierre Lebureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission patrimoine chez Atelier d'Art de France et ornemaniste. Et enfin, Madame Sophie Guyot, vous êtes administratrice chez Atelier d'Art de France et ennoblisseur textile. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer ces discussions, peut-on rappeler ce qu'est un label, ce qu'il garantit, peut-être quelle est sa différence avec une marque ? Est-ce que vous avez envie de nous en dire un peu plus sur le label ? Volontiers, merci à vous. Le label est extrêmement intéressant, vous l'avez dit, pour donner de la visibilité, de la sécurité, de la garantie à un consommateur, donc à un acheteur. Mais dès lors qu'il définit ses exigences, ça veut dire qu'il norme d'une manière très stricte, parce qu'il faut garantir à tout acheteur ce qu'il va acheter. Je pense qu'il peut parfois enfermer ou laisser de côté des opérateurs, et je pense ça peut être des artisans, des entreprises ou des produits qui n'auront pas ce label parce qu'ils auront été produits ou ils seront issus d'une distance par rapport au périmètre de l'appellation, par exemple, ou du label de 300 ou 400 mètres, ou parce que vous avez un statut juridique différent. Donc le label, il est extrêmement utile, il est vertueux, il est pertinent, mais il appelle à un certain nombre de questions. Et pour les petites cités de caractère, nous avons plutôt choisi la marque, considérant que c'est le réseau qui définit son niveau d'exigence, qui auto-administre en quelque sorte à partir d'une charte de qualité extrêmement forte et à partir d'un monsieur qualité qui contrôle et qui réinterroge de manière régulière les communes qui bénéficient de ce label. Donc ce sont 2 choix différents, mais je dois dire que nous ne sommes pas un produit à acheter ou à consommer. Nous sommes une cité, une commune, donc un lieu où on habite, où on vit, où on y travaille. Donc c'est une référence, mais qui a sans doute plus de souplesse par le fait d'être une marque que si elle était un label. Je comprends. Pour les artisans d'art, souvent on entend parler du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Est-ce que c'est un label qui effectivement est très revendiqué par les artisans d'art ? Alors, il n'est pas forcément revendiqué, c'est-à-dire que non, les entreprises ne connaissent pas forcément ce label. Pour ma part, c'est la Chambre des métiers qui m'a fait connaître ce label et qui m'a fait connaître l'intérêt de monter un dossier pour tenter de l'obtenir. Alors bien sûr, comme ça vient d'être dit par Madame la sénatrice, c'est un cadre juridique bien précis, etc. Mais c'est pour nous artisans une manière de se démarquer, puisque le label EPV, c'est quand même un label d'État qui distingue des entreprises qui sont détentrices d'un savoir-faire rare et exceptionnel. Donc au-delà des contraintes, qui ne sont pas non plus insurmontables, mais forcément il y a un cadre juridique qui peut être peut-être trop rigoureux ou pas, mais c'est quand même d'abord pour démarquer les entreprises qui ont un savoir-faire rare, exceptionnel, qui sont inscrits dans la transmission, qui peuvent donner des garanties que leur production est réalisée dans leurs ateliers, voilà, par leurs compagnons, etc. Donc il y a quand même tout un contexte qui est pris en compte en priorité. Mais il mériterait d'être peut-être plus largement connu, plus revendiqué par les artisans. Nous sommes à peu près 1300 entreprises, je crois savoir, et qui ne concernent pas que les entreprises artisanales. Ici, nous sommes au Salon du patrimoine, mais ça peut concerner aussi d'autres savoir-faire rares et exceptionnels dans des domaines très variés. Ça peut être dans des domaines de pointe, de recherche, etc. Donc, ça n'est pas que du patrimoine ou que... Tout à fait.
Peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur... Oui, je voulais juste signaler, en fait, par rapport à EPV, qui existe depuis 2005, nous, ce qu'on constate à Atelier d'Art de France, c'est un glissement de l'attribution des critères d'éligibilité. Et pour vous donner un exemple, nous, à Atelier d'Art de France, par exemple, on a 5% de nos adhérents qui ont le label EPV. Donc c'est très peu finalement. Je rappelle quand même que les métiers d'art, c'est un secteur qui correspond à des critères cumulatifs qui sont, je le rappelle, c'est important quand même pour le comprendre, un cœur de métier qui est inscrit sur la liste de 280 métiers. C'est la maîtrise de gestes, de savoir-faire complexes en vue de la transformation de la matière, une dimension artistique de notre travail et des œuvres qui sont produites à l'atelier en petites séries ou en pièces uniques. Donc ça, c'est vraiment ce qui correspond à une définition des métiers d'art qui recouvre la création, mais aussi le patrimoine, comme on l'a dit, la restauration, qui sont des champs importants. Donc vous voyez, 5% des personnes qui ont le label EPV, c'est très peu finalement. Oui. Et nous, ce qu'on voit par rapport à EPV, c'est des lignes qui sont très floues. Ainsi, le label maintenant écarte d'emblée des professionnels de métiers d'art qui sont inscrits à la Maison des artistes, alors que c'est le cadre législatif qui définit les métiers d'art, par exemple. Les entreprises unipersonnelles n'ont plus le droit d'adhérer. Vous voyez, donc ça, des entreprises qui correspondent vraiment à des critères métiers d'art sont exclues de ce dispositif. Oui, donc effectivement, ça expliquerait pourquoi il y en a si peu qui essayent d'obtenir ce label. En fait, ils ne peuvent pas y accéder. Je ne connais pas les raisons de chacun, mais le cadre peut aussi expliquer la difficulté. Et puis, c'est un périmètre qui s'ouvre aussi, comme on l'a dit, aux arts et à la culture. Donc là, on est pleinement dedans, mais qui s'ouvre maintenant à la gastronomie ou à l'industrie, avec des modèles industriels économiques qui sont très différents de notre domaine. Oui. Oui, je comprends. Et c'est le label EPV, il faut le redemander régulièrement ou il est renouvelable tous les 5 ans. D'accord, oui, donc... Voilà. Donc tous les 5 ans, il y a à nouveau un dossier à établir pour attester que l'entreprise est toujours dans cette même démarche de production dans ses ateliers, dans ce domaine d'excellence et de maîtrise des savoir-faire. Voilà. Oui, effectivement, pour compléter ce que disait Madame Gattel, pour moi, le fait d'avoir un label, c'est aussi un organisme qui contrôle régulièrement. Oui. Alors, c'est l'organisme lui-même qui définit sa périodicité, mais il y a quand même cette notion de contrôle à la fin qui détermine si on est toujours dans les critères qui ont été définis par l'organisme, qu'ils soient étatiques, publics ou associatifs. Tout à fait. Oui, effectivement, ça semble assez logique qu'il y ait un contrôle qui garantisse justement cette qualité et cette excellence. Et est-ce qu'on pourrait imaginer comment faire en sorte que les métiers d'art soient plus proches des territoires ? Est-ce qu'il faudrait un nouveau label ou peut-être quelque chose qui permettrait aux métiers d'art d'avoir une plus grande visibilité ? Alors nous, ce qu'on constate en interne à Atelier d'Art de France, c'est une remontée assez forte de la part des collectivités, des acteurs publics territoriaux qui nous font des demandes pour les accompagner à mettre en place leur propre label métier d'art sur leur territoire. Alors ces personnes, elles reviennent vers nous parce qu'a priori, nous sommes l'expert, nous garantissons les critères justement de métier d'art. En fait, notre difficulté, c'est nous, on ne veut pas parcelliser, si vous voulez, faire que chacun ait son propre label et puis que ça ne corresponde à rien. Oui, parce qu'en fait, c'est plus du tout lisible à la fin. En fait, voilà, c'est ça le souci. En fait, c'est pour éviter aussi les écueils dont parlait Madame, de la multiplication des labels ou des labels qui se juxtaposent. Nous, notre conviction intime, c'est de défendre les critères, les principes des métiers d'art sur ce que j'ai dit en préambule, et de partir de cela pour arriver à faire un label, je mets tout ça entre guillemets parce que pour le moment c'est une réflexion, et qui soit appropriable par les territoires et communicable en tant que tel. Oui, parce qu'en fait ça peut créer aussi un lien avec les territoires. Il y a des choses qui sont très régionales, locales en tout cas, et ça serait du gagnant-gagnant pour les territoires comme pour les métiers d'art en fait. Moi je partage ce qui est dit sur le fait qu'il n'appartient pas au territoire de créer une sorte de label ou de marque ou de certification des métiers d'art.
je trouve beaucoup plus intéressant parce que ces métiers d'art, il appartient à la profession de reconnaître les siens et de définir des niveaux de qualité, comme cela a été très bien dit, et que les territoires sont par contre partenaires, parce que je crois que il ne faut pas oublier, vous le défendez très bien tous les deux, la dimension économique, c'est-à-dire les métiers d'art existent comme d'autres métiers à condition naturellement d'avoir une viabilité économique. Et on sait combien il est difficile pour certains métiers d'art et certains artisans de trouver un local de production et de trouver un lieu d'exposition. Et que parfois, il peut être exposé dans une galerie, il n'a pas son propre magasin. Et c'est là où je pense qu'il y a un attelage extrêmement positif entre les métiers d'art qui doivent garder la maîtrise de l'aspect métier et de l'aspect reconnaissant, et des territoires qui peuvent accueillir ces métiers d'art par la mise à disposition d'ateliers, l'organisation de résidences et des lieux d'exposition. Et c'est là où il y a un lien extrêmement intéressant, et nous sommes partenaires des métiers d'art avec notre réseau, parce que nous pensons que les petites cités de caractère donnent à voir un patrimoine exceptionnel, mais ce patrimoine ne peut pas être un objet qu'on contemple. C'est un écrin où on doit introduire de la vie, et on imagine combien il y a une harmonie entre des métiers d'art qui sont des métiers d'excellence dans toutes les disciplines et qui viennent s'ancrer dans un territoire où il y a un cadre, on va dire bâti, un cadre environnemental d'excellence. Et que là, on a le raffinement et l'exigence qui se rencontrent. Et aujourd'hui, où on voit après la Covid combien il y a une envie de retrouver des choses de proximité, de faire du slow tourisme, d'avoir de l'exigence et du sens, je pense que l'alliance de nos petites cités de caractère avec les métiers d'art et ce partenariat est extrêmement intéressant. Parce qu'il faut accompagner aussi les élus dans leur démarche pour qu'elles réussissent. Il ne faut pas laisser croire aux artisans que ça va forcément marcher, que vous avez un savoir-faire qui est remarquable. Et nous avons le nôtre de développeurs territoriaux. Et je pense qu'il y a des rencontres très intéressantes pour promouvoir les métiers d'art et surtout les aider à prospérer. Bien sûr, allez-y. Oui, je partage totalement l'idée de partenariat, d'accompagnement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Je voulais juste aussi placer dans ce constat là, sur la présence de labels, pourquoi aussi, au-delà des professionnels qui ont besoin de reconnaissance et au-delà des territoires qui ont besoin de construire, c'est aussi la société, c'est-à-dire les Français, nos clients dans leur ensemble qui font aussi cette demande de visibilité. J'ai l'impression, parce que je le vis dans mon atelier en tant que professionnel, désormais, les gens, nos clients, je mets clients aussi entre guillemets, parce que nos clients, ça peut être des gens qui achètent des objets, mais ça peut être des gens qui achètent des services. Ici, on le voit bien sur le Salon du patrimoine. Ils demandent de la traçabilité, ils demandent de la transparence, ils veulent savoir d'où viennent nos matières premières. Ils veulent savoir si on respecte la réglementation, si on est éco-responsable. Enfin, vous voyez, toutes ces notions qui arrivent maintenant, eh bien, ces questions, elles arrivent, avant on ne nous les posait pas. Et donc le label, peut-être, il peut permettre de garantir un certain nombre de critères. Et alors, dernier point, après je vous laisserai la parole, sur la notion d'excellence. Alors moi, ça m'irrite un peu, hein, je suis désolée, je suis obligée de vous le dire. Pour moi, les métiers d'art, c'est la loi, c'est telle que définie dans le cadre législatif. Des lois 2014, 2015, 2016. Et la notion d'excellence est très subjective. Donc, le cadre législatif, pour moi, c'est le socle solide de notre définition du secteur qui, je rappelle, recouvre la création, le patrimoine, la restauration, qui recouvre tous ces champs. Et donc, pour moi, cette notion d'excellence, elle est très, très difficile à appréhender. Je la comprends, hein, je comprends qu'on la revendique, mais ça exclut aussi. Plutôt de savoir-faire, pardonnez-moi. Vous avez raison. Oui, après qu'on ait une dextérité dans le savoir-faire et la maîtrise, mais vous voyez, je trouve que maintenant tout le monde utilise ce mot et je trouve qu'il est souvent mal utilisé. Monsieur Le Oui, Bureau. je voulais juste apporter une précision. On parle beaucoup de métiers d'art et je suis un peu aussi à la charnière des métiers d'art. Bien sûr, ouais. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le label EPV, ce n'est pas un label qui concerne que les métiers d'art. C'est un label qui concerne
L'excellence, c'est professionnel, mais ça concerne aussi les entreprises du bâtiment, telles que les métiers, on parle beaucoup de Notre-Dame, là il va falloir mettre en œuvre des savoir-faire rares et exceptionnels, et certaines entreprises bâtiments commencent à demander ce label EPV, certaines l'ont, des couvreurs, des maçons, des tailleurs de pierre. Là aussi, il y a de l'excellence. Et là aussi, il faut promouvoir cette excellence. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, ça a été quand même bien expliqué. Et il ne faut pas que le grand public fasse l'amalgame entre label EPV et métier d'art. Les métiers d'art, comme l'a dit ma collègue, bien sûr. Il y a une définition bien précise des critères de métier d'art. Beaucoup d'entreprises ne correspondent pas à ces critères de métier d'art, même si je considère que l'art du couvreur ou tailleur de pierre, c'est quand même un art, et ils peuvent prétendre au label EPV, pour peu qu'ils correspondent aux critères, sans être pour autant considérés comme métier d'art. Ce que vous dites est intéressant parce que notre association, qui est une association patrimoniale, elle fait appel à des savoir-faire, alors que moi je qualifie d'excellence au sens où il y a beaucoup de technicité, beaucoup d'art et de dextérité, c'est-à-dire c'est un ensemble de compétences et de savoir-faire, et qu'on voit les chefs-d'œuvre architecturaux qui existent, et l'incendie de Notre-Dame hélas, est en même temps l'occasion de valoriser des savoir-faire de construction assez exceptionnels, qui parfois, à défaut de technique comme on l'a aujourd'hui, et de nouveaux outils numériques, était un savoir-faire d'une intelligence aussi de la main assez exceptionnelle. Et ce sont des savoir-faire remarquables. Il se trouve que notre association a un partenariat avec l'université de Shanghai, et que quand nous allons là-bas en Chine, on nous dit que les métiers d'art et les métiers du patrimoine, comme ceux que vous évoquez, seraient dans certains pays élevés au rang de trésors vivants. Parce que c'est un savoir-faire, une excellence. Absolument. Vous voyez, au sens où c'est un niveau de professionnalisme qui est assez exceptionnel. Et je crois que ce que vous dites est extrêmement important, et qu'un tailleur de pierre, un couvreur, ce sont souvent des gens qui exercent qui réalisent des ouvrages d'art. Absolument. Absolument. Il faut 10 ans pour former un compagnon. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que ça reprend complètement... théoriques, dessin, géométrie descriptive. Donc voilà, c'est... Oui, et puis il y a la maîtrise du geste. Et donc on sent bien effectivement le caractère immatériel de cela. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un patrimoine matériel ou quelque chose qui nous reste, une œuvre d'art, et le geste qui, lui, effectivement, est essentiel. Et je pense que ça, c'est une notion qui est reprise dans le label entreprise du patrimoine vivant. Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos questions. Moi, je me demandais si, quand on parle de label et de marque, je pose la question à Madame la sénatrice. Moi, il m'avait semblé avoir compris que la marque, c'est uniquement le fait de déposer son label, c'est-à-dire d'avoir une action juridique. Est-ce que c'est ça pour vous, ou c'est différent ? La marque, elle est déposée, effectivement. Donc, c'est une appellation, petite cité de caractère, c'est une marque qui est déposée, comme un nom que vous déposez. Et en même temps, nous avons construit la définition de ce qu'est la marque. Et que pour bénéficier de la marque petite cité de caractère, il y a un certain nombre de critères qui sont des critères très factuels. Un nombre d'habitants, l'existence d'un patrimoine bâti, etc. Et ensuite, il y a une charte des engagements des collectivités, puisque nous, notre association ne concerne que des communes. Un objectif d'adoption d'un projet d'aménagement patrimonial qui engage la commune sur 4 ou 5 ans. Et ensuite, un contrôle qualité qui fait que quand vous allez, avant de bénéficier de la marque, vous avez naturellement une visite de contrôle. Vous pouvez être homologable. Ça veut dire qu'on considère que vous avez un potentiel, mais à ce stade, vous ne réunissez pas les conditions. Donc, on définit avec la commune les marges de progression qu'il doit y avoir et les exigences que nous imposons. Nous revenons 3 ou 4 ans après, et soit la commune, elle va être homologuée, c'est-à-dire on considère qu'elle réunit absolument tous les critères, soit
elle va rester homologable ou elle ne rentrera pas du tout dans le réseau à un moment. Et il y a, comme vous le disiez, un contrôle qualité qui fait que tous les 5 ans, vous remettez votre titre en jeu, si je puis dire, où il y a une visite de contrôle que nous faisons avec beaucoup de partenaires, d'ailleurs, et qui dit si la ville, elle peut conserver sa marque ou pas. Oui, effectivement, on peut remettre en jeu tout cela à chaque... Oui, avec une conscience d'un réseau qui est un réseau coopératif. Et que nous sommes un peu plus de 200 en France. Et nous savons que c'est le maillon le plus faible qui détermine la force de la chaîne. Et que nous sommes collectivement responsables. C'est-à-dire, si nous avons une petite cité de caractère qui ne respecte pas... l'engagement qu'elle a pris, qui ne respecte pas la marque, ça veut dire qu'elle nous affaiblit tous et que donc nous avons une démarche extrêmement collective au niveau de chaque territoire pour accompagner, faire des projets, former, faire des guides pour les nouveaux élus. Enfin, on est dans une exigence de performance, si je puis dire, ou de niveau, parce qu'au final, le visiteur, il a besoin de savoir quand il rentre dans une petite cité de caractère, qu'il va trouver un certain nombre de choses dans des diversités de patrimoine ou de géographie. Vous voulez... Oui, moi je vais juste terminer enfin peut-être pas terminer, mais sur cette histoire de label par rapport au métier d'art et au PV. Alors nous, on est très contents que PV existe, mais c'est pour qu'une toute petite partie des entreprises. Et en interne, nos équipes, elles ont fait un travail de recherche avec un mapping en mettant de manière très simple les labels privés, associatifs, étatiques, et puis en croisant avec métier d'art, artisanat, champ de l'artisanat, et puis industrie. Et en fait, en faisant ce mapping, on se rend compte qu'il y a une lacune au niveau des métiers d'art. Typiquement, et donc nous on travaille maintenant avec ça en tête, en se disant que peut-être on arriverait à développer en termes de communication, en partenariat avec nos partenaires, un label, mais pour le secteur des métiers d'art. Et nous avons fait un sondage auprès de nos adhérents lors de notre dernière AG. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir les statistiques, mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est vraiment à partir de la parole des professionnels. Nous leur avons demandé s'il existe, selon eux, un label représentatif pour les métiers d'art. 82,67% des adhérents ont répondu non. Ensuite, nous avons demandé s'ils considèrent que le label EPV est adapté aux métiers d'art. 92,86% ont répondu non. Oui, donc effectivement, il y a peut-être un manque ou une question à creuser. Et ensuite, notre dernière question portait sur si un label était mis en place, que devait-il garantir ? En premier est arrivé, pour 74,4%, la création et la fabrication intégrale par l'atelier. En deuxième position, avec 23,67% répondu la garantie du métier d'art exercé par l'atelier labellisé, et en dernière place, avec seulement 1,93%, la fabrication locale. Donc ça renforce ce qu'on disait précédemment, que c'est vraiment avoir une vision globale des métiers d'art. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Et j'aurai le plaisir de vous croiser sur la plateforme pour évoquer d'autres sujets autour du patrimoine. Merci et à bientôt. Merci.